Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez bien. J'entame le retour des chroniques avec un personnage de grande envergure, un antagoniste qui aura marqué les esprits, Rob Lucci. Rob Lucci était autrefois un membre du Cypherpol 9 et aujourd'hui un membre du Cypherpol IG-0, l'agence de renseignement la plus forte du monde. Il a la particularité d'être toujours accompagné de son fidèle pigeon Hattori. Étant un agent d'élite du gouvernement, il maîtrise parfaitement le Rokushiki. Là où ses collègues sont le plus souvent spécialisés, Lucci maîtrise toutes les techniques au maximum. Ce qu'un agent de gouvernement peut faire, Lucci le fait en mieux. Il possède une puissance de 4000 d'Uriki, ce qui est 400 fois la force d'un soldat armé, lui valant d'être le plus fort agent du gouvernement de tous les temps. Les vice-amiraux estiment même qu'il peut survivre à un Buster Call. Il a mangé le Frizoen du léopard, lui valant d'être encore plus terriblement redoutable corps à corps. Par le passé, lors de sa première mission, Lucci dut s'occuper à lui seul d'une bande de pirates ayant pris en otage 500 soldats d'un royaume. Pour remédier au problème, Lucci tua froidement tous les otages avant d'éliminer les pirates. Lors de son opération, il reçut une blessure au dos, rappelant parfaitement le symbole du gouvernement mondial. Lucci n'avait que 13 ans à cette époque. Il nous a été introduit à Water 7, il était à l'époque sous couverture dans le rôle d'un charpentier muet du nom de Rob Lucci. Attends, tu veux dire que les membres du CP9 utilisent leur vrai nom dans le cadre d'une émission d'espionnage? Et là, vous vous dites... Ok. Tant pis. La mission consistait à récupérer des plans de l'arme antique Pluton, potentiellement détenu par Iceberg, le maire de Water 7. Celui-ci se fit agresser. Alors que tous pointaient Robin du doigt, on apprend qu'il s'agissait de Lucci, Kaku, Khalifa, oups, autant pour moi, et de Blue Eno. Ces derniers finissent par révéler leur véritable identité à Polly et aux Mugiwara présents sur la scène. Polly, Luffy et Zoro combattent les agents mais se font battre facilement. De fil en aiguille, on apprend que les Mugiwara ont été épargnés car Robin a décidé de se rendre au gouvernement. Le CP9 se dirige vers la planque de Franky pour récupérer les plans de Pluton. En vain, il capture Franky car Spandam désire se venger de lui et embarque Robin et Usopp, qui étaient dans les parages, à bord du train des mers en direction d'Enies Lobby. À bord du train, Franky et Usopp finissent par être libérés par Sanji. Franky combat Eba Nero, le dernier membre du CP9. Devant tant d'incompétence, Lucci punit Nero. Il déclare que pour le bien du monde, Robin doit mourir. Sanji tente de l'attaquer mais en vain. Après la vaine tentative de Franky pour permettre aux Mugiwara de sauver Robin, le CP9 se dirige à leur QG avec Franky et Robin comme prisonniers. La mission semble être un franc succès. Arrivé à Enies Lobby, on apprend que Lucci est en rivalité avec Jabura, un autre membre du CP9, mais il n'en est rien, car on finit par connaître les niveaux de puissance de chaque membre du CP9 et l'écart de puissance entre Lucci et les autres est extrêmement vaste. Par la suite, les Mugiwara, la Franky Family et les charpentiers de Water 7 prirent d'assaut Enies Lobby dans le but de sauver Franky et Robin. Les Mugiwara se réunissent au sommet de l'île pour se confronter au CP9 et à Robin. Déterminés plus que jamais à récupérer leur Nakama, les Mugiwara affrontent chacun des membres du CP9 pour obtenir la clé qui ouvrira les menottes de Robin. Celle-ci est escortée par Spandam et Lucci vers la porte de la justice, mais Luffy les rattrape. Lucci se confronte à Luffy. C'est l'heure de la revanche. Franky, qui entre-temps a vaincu Fukuro et part à la poursuite de Robin et Spandam, croise les deux combattants. Il tente d'aider Luffy, mais sans succès.
Il doit son salut à Luffy en Gear Second qui intervient pour le sauver. Franky en profite pour rejoindre au plus vite Robin, le temps que Luffy combat Lucci. Luffy domine Lucci grâce au Gear Second. Ce dernier passe à l'étape supérieure et prendra sa forme hybride durant tout le reste du combat. Il décide de créer une faille pour que l'eau inonde le tunnel au cas où un allié de Luffy voudrait passer par là. Les deux combattants prennent de la hauteur pour poursuivre leur affrontement. Luffy se fait malmener par Lucci, il n'a plus le choix, il sort son arme secrète, le Gear Sword. Lucci n'ayant pas conscience de la puissance du coup préfère encaisser avec le Tekai. Grossière erreur. Lucci est expulsé du tunnel par Luffy. Par chance, il atterrit sur un navire de guerre du Buster Call ayant été invoqué pour détruire Enies Lobby. Luffy en Gear Sword poursuit Lucci à l'extérieur. Luffy est bien trop long dans cet état et Lucci esquive bien trop facilement les coups. La situation s'aggrave lorsque le contre-coup du Gear Sword arrive, obligeant Luffy à se cacher. Malheureusement, Lucci retrouve un Luffy minuscule et impuissant et se prépare à l'achever. Tout à coup, Lucci a un moment de faiblesse dû au gigante pistol qu'il s'est pris avant. Ce court laps de temps fut assez suffisant pour que Luffy reprenne sa vraie forme. En parallèle, Robin a été libéré de ses menottes, mais les Mugiwara et Franky doivent affronter les marines du Buster Call. Luffy ne peut pas les rejoindre tant qu'il n'a pas vaincu Lucci. Il sait aussi bien que s'il vient à perdre, il ira les tuer. Le combat reprend de plus belle. Les deux sont à leur apogée, mais Lucci sort sa technique ultime, le Rokuogan. Luffy est à bout de force et va perdre conscience, mais Sogeking hurle de toutes ses forces à Luffy de se lever puis provoque Lucci. Sous les encouragements de son Nakama, Luffy se relève. Le combat continue. Mais Luffy se prend à nouveau le Rokuogan. Lucci laisse son adversaire pour mort. Luffy chavire, mais il tient bon. Lucci se retourne, Luffy attaque. Lucci prépare son Tekai, mais c'est trop tard. Luffy a vaincu Lucci. Les Mugiwara ont fini par s'enfuir de l'île avec Robin, Sen et Sauve. Ce qui suit est situé dans les mini-aventures, donc par peur d'un strike, je vais éviter de vous montrer des pages de manga. Je vais faire court. Luino a utilisé le pouvoir de son fruit du démon pour sauver ses camarades, mais Lucci était gravement blessé. Pandum va porter l'échec de la mission sur ses propres subordonnés, les obligeant à fuir de l'île. Ils arriveront à Saint-Poplar où ils trouveront un médecin qui soignera Lucci. CP9 va protéger l'île des pirates Candy de manière sanglante. Les habitants leur suggèrent de quitter la ville. Ils retourneront sur l'île où ils ont été formés. Le colonel Very Good arrive avec ses hommes pour les capturer, mais le CP9 les taille en pièces. Lucci passe un petit coup de fil à Spandam pour lui dire qu'il compte bien le revoir en face à face, ce qui a l'air de beaucoup le déplaire. Depuis l'ellipse, Lucci fait partie maintenant du Cypherpol Aegis 0. On ne sait cependant pas comment il a lavé son image et rejoint à nouveau le gouvernement. Il fera de courtes apparitions à Dressrosa et à la rêverie. Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui. Lucci est un personnage dont on sait au final peu de choses, mais qui aura eu un impact énorme chez les lecteurs. C'est un antagoniste assez particulier, car il n'est pas le leader antagoniste de son arc narratif, mais était l'ennemi ultime à battre. Les antagonistes principaux qui ont précédé étaient des leaders antagonistes. C'est bien sûr on rattache Whiskey Peak et Little Garden à Alabasta, dont le boss était Crocodile.
Il est le subordonné de Spandam qui n'est qu'un moins que rien comparé à lui. Il est l'origine scénaristique de cet arc après tout. Tout comme le montre le passé de Franky, et accessoirement celui de Robin avec Spandine qui a transmis le flambeau à son fils. Lucci n'apparaît que de son propre flashback, et ce flashback n'a pas de conséquences directes avec cet arc, ce qui rend Lucci assez effacé dans l'importance de cet arc. Mais avec du recul, on peut y voir seulement un homme très fort faisant barrage à Luffy. Alors la question qui se pose est pourquoi Spandam n'est pas l'antagoniste principal de cet arc, alors que c'est lui le chef. La raison ne vient pas du fait que Luffy ait combattu Lucci. Il faut comprendre quel rôle d'antagoniste détiennent ces deux personnages. Spandam ne doit sa haute position que vis-à-vis de son père. Sa fourberie et sa lâcheté sont sans limite. C'est l'exemple type du patron qui abuse de son statut et qui est moins bon que ses subordonnés et que tu vas envoyer à l'hôpital tellement c'est un gros bouffon qui mérite des claques. C'est un putain de fragile. Il n'a absolument aucun mérite. Mais il témoigne que des organisations aussi importantes que le gouvernement mondial sont composées de personnes qui n'ont absolument pas leur place. Cela ne serait jamais arrivé dans la piraterie. Même l'exemple de Baki Shishibukai malgré lui ne fonctionne pas car lui aussi a été antagoniste principal, et donc a affronté Luffy. Et en plus il a le mérite d'avoir toujours sauvé ses propres hommes, et même Luffy qui était son ennemi. Quand t'es capitaine pirate, tu le vaux vraiment. Mais Spandam vaut rien en tant que leader. Le CP9 doit sa réputation non pas à Spandam, mais à ses subordonnés. Ce sont eux qui font tout le travail. Celui qui porte vraiment le CP9 sur ses épaules, c'est Lucci, la légende vivante du gouvernement. C'est lui le vrai leader du CP9, et non pas Spandam. Lucci est extrêmement charismatique et c'est la qualité propre à un leader. Ses camarades lui obéissent aveuglément et lui vouent une loyauté et un respect sans faille, comme lors des mini-aventures. Ils sont prêts à suivre Lucci n'importe où, peu importe les risques. Lucci a monté les échelons par lui-même, et par mérite, ce qui n'est pas le cas de Spandam qui ne suscite aucune admiration de la part de ses subordonnés. Jusqu'à maintenant, les antagonistes n'étaient que la source d'un problème lié à une situation connue des Mugiwara. L'origine du problème provient de Spandine et de Spandam dans cet arc, mais Lucci est à l'origine de rien, lui. Lui, c'est un autre type de problème. Ce qui fait que Lucci est un antagoniste incroyable, et même un des meilleurs antagonistes, c'est ce qu'il symbolise, une menace. La menace que Luffy soit incapable de protéger ses nakamas du gouvernement mondial. La menace d'être incapable de les amener vers leurs rêves. C'est pour cela que dans cet arc, Luffy ordonne à Sogeking de brûler le drapeau du gouvernement mondial. Il fait comprendre qu'il est prêt à se mettre à dos le monde pour ne serait-ce qu'un nakama. Et où est-ce qu'on revoit le symbole du gouvernement mondial dans cet arc? Sur le dos même de Lucci. Il est le gouvernement mondial personnifié. C'est-à-dire une entité qui exerce une justice excessive et sans fondement en commettant des actes horribles et injustifiés pour arriver à ses fins. Mais Spandam n'agit pas au nom du gouvernement, il agit pour lui-même. Or ici, l'ennemi est le gouvernement mondial symbolisé par Lucci. C'est pourquoi il est l'antagoniste principal au détriment de Spandam. Le combat de Luffy et de Lucci est la réponse du combat contre Aokiji, d'où le fait que l'on revoit Aokiji à la fin de l'arc, admettant sa propre défaite. Luffy a battu le gouvernement mondial à travers Rob Lucci. Lucci, à la différence des autres antagonistes, ne possède pas d'ambition démesurée. Lucci ne s'intéresse pas à l'honneur et au mérite, il veut juste tuer librement. Il aime le sang. Et c'est bien là le problème pour moi. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été du côté des personnages dont j'ai fait la chronique, comme Akainu, ou même d'expliquer pourquoi Mihawk est plus fort que Shanks. Ah non, ça autant pour moi, c'est vrai en fait. Mais je ne trouve rien à redire pour justifier les actions de Lucci. Akainu, par exemple, adore la marine, il hait les pirates, il a du mépris pour tous ceux qui mettent en péril la paix de ce monde. Il lui arrive quand même par moments de faire preuve de compassion comme avec Bonnie. Mais Lucci est dénué d'humanité. C'est un criminel au sein d'un gouvernement, un criminel dont les tueries sont légitimisées. Cet homme est la preuve vivante que le gouvernement ne va pas. Plus que Spandam qui n'a aucun mérite. Il tue qui il veut sans qu'il n'ait à subir de conséquences, exactement comme le gouvernement. On peut observer qu'il respecte la hiérarchie, mais on ressent toujours un sentiment de supériorité en sa présence, ce qui reflète bien avec son fruit du démon. Ce qui contraste beaucoup chez lui par rapport à ses collègues, c'est le sérieux qu'il dégage. Tous les autres membres du CP9 ont un côté loufoque, nous amenant même à rire malgré la gravité de la situation. Mais Lucci n'a rien de drôle, il reste impassible et professionnel en toutes circonstances. Même son fidèle pigeon Hattori qui ne le quitte pas n'égaye pas son personnage. Mais il témoigne que Lucci peut ressentir de l'amitié. Il a aussi démontré de la gratitude envers son médecin. Mais en dehors de cela, sa vision de la justice de l'ombre, en fait une personne détestable, bien que le personnage soit extrêmement charismatique. Il a même annoncé à la rêverie que les actes des Tenryubitos sont purement légitimes et que leurs désirs sont illimités. Lucci ne remet jamais en question, ni ses actes, ni ceux du gouvernement. Il a été formé et doctriné pour être un agent. Il est une arme. Son style de combat, le Rokushiki, qui a pour but de transformer son corps en propre arme, renforce cette idée. Il est l'épée qui s'abat sur ceux qui osent défier le gouvernement. Il est son symbole. C'est désormais la fin de la vidéo. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez que je lis tous vos messages, j'y réponds dans la mesure du possible, et je vous remercie pour votre considération. Sachez que cette vidéo a été faite à la demande d'un abonné, alors si cette vidéo vous a plu, je en referai d'autres sur vos personnages préférés de One Piece. Sur ce, gloire à vous, élus de la Keyblade, gloire aux valeureux, puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.